Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien dans l'émission Spoilers en direct du festival L'Ouest Hurlant. Laissez-moi dans un premier temps dire bonjour à mon équipe. À l'équipe dont je fais partie de mon équipe déjà. Énormément d'ego. Non, ça marche. Ça commence bien. D'abord, bonjour Justine Breton. Merci de m'accueillir dans ton équipe. Ah bah, je te veux dans mon équipe. Oui, c'est ça. Briac, comment ça va? Eh bien, je suis moi aussi ravi d'être dans ton équipe. Ah bah, moi je suis ravi que on va arrêter cette blague. Et Guillaume, qui est là bien évidemment. Oui, bonjour. Guillaume, l'Ouest Hurlant déjà, ton festival pour l'instant, comment ça se passe? Super festival, super lieu à la Paillette. Donc, par rapport à l'année dernière, on a triplé la surface du festival. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et il fait un temps magnifique en plus, donc c'est très agréable. Oui. Tous pris des couleurs d'ailleurs, vous avez été voir. Un coup de soleil sur cette énorme forêt. Je ne sais pas si la colorimétrie le permet sur le live. Parce que nous sommes en live, on enregistre un épisode en direct de l'Ouest Hurlant et en direct de Twitch, bien évidemment. Merci en tout cas à toutes et à tous sur le chat. Je vous imagine fort nombreux. Je vais interagir avec vous incessamment sous peu. On va parler aujourd'hui d'une série. Vous voyez ici présent un magnifique livre, The Last of Us. Que reste-t-il de l'humanité de Nicolas Dénéchaud, qui est, oserais-je dire, un must-have, Guillaume, pour les fans de The Last of Us. En tout cas, en ressources francophones, on va dire, sur la série, c'est quelqu'un qui a vraiment décortiqué pourquoi les jeux, donc on parle évidemment des jeux là, et pas de la série, puisque le livre a effectivement été écrit avant la sortie de la série, pourquoi les jeux The Last of Us Part 1 et Part 2 ont été salués par la critique, acclamés par les joueurs, qu'est-ce qui fait la spécificité de leur gameplay, de leur narration, etc. etc. Donc oui, c'est un beau pavé avec... Il y a tout. Avec beaucoup de textes. Donc voilà, c'est très... Nicolas Dénéchaud vous a mis très très bien. Voilà, c'est et sur Edition bien évidemment. Il fait de très beaux ouvrages. Voilà. Si vous êtes fan des jeux, si vous êtes fan de la série, vous êtes fan des jeux, je pense que la majorité des gens se sont dirigés directement sur la série HBO qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. On va bien évidemment parler des jeux, hein, on est tous d'accord. Peut-être, alors on a tous vu la saison 1 de The Last of Us bien évidemment. Tout le monde n'a pas joué au jeu entièrement. Moi le premier, voilà. J'ai commencé le 2 et on en reparlera. La série m'a donné envie de commencer le 2 et je l'ai commencé assez récemment, directement à la fin de la saison 1. Petit état des lieux, on en est où? Niveau jeu, Justine, Briac, Guillaume, fait entièrement? Platiné? À mon avis, il me reste des choses Ok. en détail, mais... Alors non. C'est la quest. Dommage. Briac. Moi, j'ai juste fait le début du 1. Ok. Il a tué ma PS3 et donc je n'ai C'est vrai, pas... ta PS3 est décédée en plein The Last of Us. Donc je vais sans doute acheter le remaster PC qui est sorti dernièrement pour tout à fait. pouvoir finir le jeu, mais j'ai pas à l'heure actuelle fini ce jeu. Voilà. Si des développeurs nous écoutent ou veulent envoyer une clé pour Briac pour pouvoir jouer au remaster, vraiment, n'hésitez pas. Et Guillaume, toi? Ouais, je suis plutôt un fan du studio Naughty Dog qui a produit les jeux. Donc, j'ai fait The Last of Us Part 1 et Part 2. Enfin, The Last of Us quand ça s'appelait pas encore Part 1 sur PS3 à l'époque. Et Part 2 du coup sur PS4. Et à peu près tous les jeux aussi du studio. J'ai commencé avec Jak and Daxter, j'ai pas fait Crash Bandicoot. Ah, c'est vrai. Non, j'étais team Nintendo 64 et pas team PlayStation, donc... Jak and Daxter, c'était sur 64, Jak and Daxter? Non, mais du coup, c'est la génération d'après. Jak and Daxter, c'est la PS2. Je suis parti chez Sony avec la PS2, voilà. C'est louche. C'est très très louche cette histoire. Bon, ni de Jack, ni de Daxter dans cette émission. Uniquement du Joël et du Ellie et les derniers d'entre eux. Oh, joli. Oh. Ouais, c'est un métier. Encore que The Last of Us aurait dû être une suite, justement, de Jak and Daxter. Non, c'est pas. Au début, dans les premiers temps de la conception... Ah, mais oui, c'est vrai. Ils pensaient faire une suite... Très résumé, mais oui, en gros, ils partaient sur une suite ou même un remaster, je crois, de Jak and Daxter. Ils se sont dit, l'univers, en tout cas. voilà, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Ils se sont dit, on va plutôt faire un immense diptyque du XXIe siècle. Et c'est son adaptation qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai envie de vous lancer directement. Voilà, le chat, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, votre avis sur les jeux, sur la série. Le spoil. Comment. Total. Voilà, moi j'ai envie de dire, on va spoiler
à toute berzingue. Voilà, si vous me permettez l'expression. C'est évident. À toute personne, je ne le permets pas, moi. Bah moi je le permets directement. Non mais c'est plus simple de le dire dès maintenant. Alors principalement la série, on va pas spoiler le deuxième jeu par exemple. Non. Voilà, on va pas spoiler Que ce qui est dans la série et dans le premier jeu. Voilà. Si vous avez vu la saison 1, pas de risque. Voilà. Si vous n'avez vu que la saison 1, pardon. Peut-être qu'on peut y aller directement. Qui a envie déjà peut-être de nous faire un petit topo sur peut-être la production, parce que c'est HBO qui est derrière cette saison 1 et c'est déjà quelque chose qui a peut-être surpris. Je ne sais pas, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Est-ce que le fait. Alors, HBO, qui est HBO peut-être pour. Enfin, que représente HBO plus précisément pour la télé américaine? HBO, il faut replacer, c'est une chaîne du câble, et les chaînes du câble, c'est des chaînes qui se sont imposées par rapport à ce qu'on appelle les chaînes de network, en pouvant proposer une programmation qui n'est pas forcément subordonnée aux enjeux de la publicité, puisque ça fonctionne à l'abonnement. Alors, pas pour toutes les chaînes, c'est encore plus compliqué que ça, mais pour une chaîne comme HBO, et donc HBO a été un marqueur de ce qu'on a appelé la télévision de qualité vers la fin des années 90. On a eu des séries comme Les Sopranos, et puis sont évolués aussi vers vraiment des séries plus, on va dire, il y a deux genres, mais aussi spectaculaires, avec Game of Thrones. Oui. Et The Last of Us, c'est un peu une manière aussi pour eux de recapturer peut-être cette partie de leur audience, quand avec d'autres séries, ils vont aller chercher des choses, alors on va pas dire intellectuelles, parce que c'est pas forcément le cas, mais des styles moins populaires, ou en tout cas moins liés à l'imaginaire aussi, sur d'autres séries. Et là, ils essaient de récupérer les gens qui étaient là pour Game of Thrones. J'ai envie de te poser la question, de vous poser la question, mais est-ce que c'était pas Game of Thrones la première incursion de HBO vers presque de la niche, quoi, des sujets, parce que Game of Thrones c'est de la fantasy, enfin c'est, tu vois, fantastique. Je sais pas si je dirais niche, mais effectivement sur des Ils ont fait d'un truc niche, ou plus ou moins niche, un truc ultra grand public. Vous pensez pas trop aimer le médiéval et le fantastique, et en fait vous adorez ça et. C'est vrai. Mais c'était aussi leur première incursion dans un genre bien spécifique de l'imaginaire. Ils avaient fait des séries plus avec des choses plus ambiguës, comme John from Cincinnati, par exemple, où il était des trucs très bizarres qu'on peut pas vraiment classer. Pour le coup, est niche là. Voilà. Et là, ils ont quand même pris un best-seller. Ils ont pas pris justement ils sont pas partis de nulle part. Et c'est ce qu'ils ont fait avec The Last of Us aussi, parce qu'ils ont pris un jeu qui s'est beaucoup vendu. Donc une sécurité quand même. C'était un risque calculé, on peut le dire. Et dans la science-fiction surtout. Science-fiction, post-apo. Alors après, les catégories, moi je suis pas un expert là-dessus. Je sais que ça peut La science est très peu développée en fait. En tout cas, post-apo, c'est sûr. Il n'y a pas de réflexion sur ce que la science peut impliquer d'un point de vue éthique. Il n'y a pas de technologie qui n'existe pas, on va dire. Ah d'accord, ok. C'est pour ce critère-là. Mais la science est présente parce que c'est la science. Enfin, je pense par exemple à ce début d'épisode avec la spécialiste en Inde, je crois. Je sais plus. Ils font venir une spécialiste Jakarta, ils font venir une spécialiste des champignons et elle dit fuyez directement, il n'y a pas de solution. C'est pas un usage de la science plus avancé que ce qu'on a là. C'est un constat. D'accord. On est dans un sous-genre, on va dire. C'est ça, le post-apo. Mais là, effectivement, on est dans du post-apo, donc avec un monde qui a été dévasté par un virus, par un champignon, et on essaye de survivre avec les conséquences de tout ça. Toujours est-il que oui, comme je disais, ça fait sens d'avoir The Last of Us qui arrive sur HBO, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est comment on l'a sorti en 2013 du jeu. 2013 Ouais. Il a été beaucoup comparé à des séries HBO, justement, dans le ton, dans le rythme, dans le côté qu'on peut retrouver un peu épisodique. Donc oui, il y avait un côté, c'était un peu ceux qui devaient amener cette série à l'écran. D'accord. Et puis de toute façon, The Last of Us a aussi été un des fers de lance de justement un peu donner les lettres de noblesse aux jeux vidéo par rapport à la narration, au côté cinématographique, ou en tout cas dans ce jeu qui base beaucoup de la qualité de son jeu dans l'histoire qu'il raconte et les personnages qu'il crée, etc. Peut-être plus que c'est pas les premiers du tout. C'est pas les premiers, mais donc ça a été fer de lance de l'idée. C'est un marqueur quand même. Plus que l'aide de noblesse, on pourrait dire peut-être qu'on appelle légitimation. C'est-à-dire qu'en fait, on remarque souvent que quand un médium cherche une certaine légitimité, donc à faire partie de la culture légitime, il va s'approprier les traits d'autres médiums qui le sont déjà. On a vu les séries, souvent quand on a voulu dire qu'une série était bien, on dit ça c'est comme un film en fait. C'est vrai. Et c'est beaucoup de gens ont dit ça. C'est ça. Ou le cinéma, il y avait avec la littérature aussi, il y avait ce rapport-là à un moment. Est-ce que tu vois, c'est aussi dense qu'un roman, parce que le roman était déjà légitime à ce moment-là. Et The Last of Us, c'est un marqueur de ça, parce que justement, on évoque les séries ou les films. On cherche vraiment à convoquer ce type de mise en scène, ce type d'ambiance. Donc, ça fait partie de ça. Après, chacun de voir ce qu'il pense que ça veut dire que c'est mieux que ce qu'il y avait avant, que c'est plus légitime. Le chat, vous êtes 15 à nous regarder. Merci beaucoup. On espère que ce début de live vous plaît. On a Oui Davy qui nous parlait de Jack and Daxter, justement. Peut-être
On est ensemble. Voilà. XP78, salut à toi. Et le technicien de Doctrice qui nous dit c'est une forme de science-fiction. Le postulat est qu'un champignon mute à cause de l'activité humaine. Si The Last of Us n'est pas de la SF, Resident Evil non plus. Justement, une des différences, Ok. voilà, une des différences du jeu et de la série. Cette petite anecdote d'ailleurs, on y revient. Tout à fait. Et est-ce que ça a surpris justement finalement parce que ça faisait sens, comme tu le disais, les gens se sont dit ça pourrait être du HBO, enfin si c'était une série, etc. C'est de ce level-là. Est-ce que finalement quand HBO a dit on parle là-dessus, ça a surpris les gens ou ça faisait sens Parce que moi j'ai le souvenir que quand on a dit waouh, The Last of Us va être adapté pour de vrai par HBO, ça a quand même créé un engouement certain. Ce qui est étonnant, c'est que ça faisait sens et en même temps, ça n'a pas été le projet au départ parce que au début, Sony a vendu les droits pour en faire des films. Et dès 2014, et ça a été coincé dans ce qu'on appelle le development hell, et du coup, ça a mis très longtemps à se lancer. Et finalement, en fait, c'est Craig Mazin, alors peut-être revenir plus tard pour présenter un peu tout ce monde-là, mais qui est le showrunner de la série, qui, quand on lui a proposé, en fait, Sony lui a donné une liste de séries possibles à faire à partir de jeux PlayStation. Il a dit ah mince, c'est pas The Last of Us dedans, parce que le directeur C'est créatif, vraiment le seul que je voulais. ouais, voilà, le directeur créatif du jeu, Neil Druckmann, on va aussi revenir sur lui, mais lui était effectivement dans le projet de film. Et quand Mazin il a demandé à le rencontrer, il a dit mais tu sais que ça ferait vraiment une super série. Et là ils se sont dit ok, on part sur la série. Donc c'est étonnant parce que d'un côté tout le monde comparait déjà à ça, mais c'est pas la direction qu'ils avaient pris au départ. Et c'est peut-être justement le saut HBO qui fait que on ose y croire parce qu'effectivement rétrospectivement je vois pas du tout comment ça aurait pu être juste un film. Mais comme tu l'as dit, Breck, on va y revenir. Mais Si. dans un premier temps, pourquoi je dis ça? Non mais pourquoi je dis ça aussi? Parce que on va forcément parler des adaptations de jeux vidéo en série et au cinéma aussi. Hein. On va faire un tour parce que c'est là où ça a commencé et pas forcément de la meilleure des manières. Mais aux auspices. Parce que évidemment, on teste. les jeux vidéo, je crois que c'est le domaine qui vend le plus, enfin qui fait le plus d'argent. Hein, L'industrie de divertissement. L'industrie, voilà, l'industrie la de divertissement la plus. ouais. Voilà. Et une fois qu'on l'a testé au cinéma, ça pas mal été en demi-teinte. Guillaume, toi, toi, tu es un pur gamer, hein, on l'a pas dit texto, mais et tu es féru de cinéma également. Si je te dis adaptation de jeux vidéo en cinéma, ton premier ressenti, c'est quoi? Oui, bah ça a été effectivement, enfin c'est des films qui au mieux sont un petit plaisir coupable, on va dire, et au pire des ratages par rapport à leur matériau d'origine ou par rapport à ce que le propos, enfin comment on a transformé justement ce matériau d'origine pour en faire un film qui parfois n'avait rien à voir, quoi. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans justement le travestissement, est-ce qu'on pourrait dire, de licence du jeu vidéo. Je pense à U-Ball. Ah oui, Uwe Ball, Postal. Qui a fait énormément d'adaptations de jeux vidéo. Ouais. Jusqu'à encore récemment. Hein. Oui, c'est son fonds de commerce, quoi, mais qui a justement, je pense, participé au fait que c'était souvent raté. Et même quand on a essayé de faire des choses un peu plus qualitatives, je pense par exemple à Prince of Persia, où il y avait quand même derrière Disney, qui malheureusement à cette époque... Rire. Oui, mais c'était un projet. Ouais. Jack Gyllenhaal en rôle titre, on a été chercher un acteur bankable, on a quand même essayé de donner un univers qui était important, avec une série de chez Ubisoft qui était successful, la trilogie de Sable du Temps, elle est vraiment culte chez Ubisoft pour beaucoup de monde. Est-ce qu'elle est toujours successful au moment où le film est sorti? Alors c'était après, ils ont essayé justement de raccrocher les wagons avec de nouveaux épisodes qui ont été moins de jeux qui ont été moins appréciés, mais parce que voilà, on était déjà en train de passer dans une ère du studio Ubisoft qui a été plus décriée. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a eu des tentatives. Il y a eu un film Doom, il y a eu un film et peut-être celui qu'on peut citer dans les réussites, on va dire, de ces 10, 15, 20, peut-être même dernières années, c'est Silent Hill de Xavier Jans. Voilà, c'est ça. Qui lui un des rares. Moi, ça ressemble vachement. Excuse du C'est un des peut-être rares exemples de films dans la genèse, on va dire, de films ont été un peu acclamés, on va dire. Un film qui fonctionne, voilà. Là où en tant que film, quoi. Qui fonctionne, mais pas forcément réussite. Alors moi, j'assume, Briac rit déjà. Moi, s'il y a la licence la plus importante de toute mon enfance, c'est bien évidemment Pokémon. Oui. Et le jeu vidéo, vraiment, moi je m'attendais vraiment à pleurer des larmes de sang dans le truc. Et
pardon, mais le mot réussite n'est pas exagéré. C'est-à-dire que c'est pas le film de l'année, bien évidemment, quand il est sorti, mais il a... Tu parles de quel film? du Détective Pikachu. Ouais, d'accord. Qui est récent. Vraiment, je suis sorti, récent quand même, quoi. qui est hyper récent, et je suis sorti en me disant, franchement, c'était tellement casse-gueule que tu le regardes, ça respecte le monde de Pokémon. Alors, on va y revenir surtout parce que l'adaptation, c'est même pas une adaptation, ça prend l'univers de Pokémon, ça met une histoire à l'intérieur, et ça fait... Ça joue avec. Voilà, ça joue avec. Et nous, on est invité à jouer avec eux, avec les codes, et qu'on les ait ou pas. C'est ça que je veux dire. Parce que la réussite, on peut peut-être donner quelques exemples, Guillaume, de ratage complet. Tu as parlé de Doom, par exemple. Ouais. L'exemple qui est pris très souvent, c'est le premier film Super Mario Bros, qui est vraiment là, qui pourtant reprend les codes. Hein. Allez, vous avez probablement vu la vidéo de Karim Debache de Crost là-dessus. Il y a du Luigi, il y a du Mario, il y a même le gros poisson là qui vous gobe de par en dessous, là, je sais plus le nom. Mais pas de reprendre les motifs. Exactement. Alors, en quoi est-ce que c'est plus compliqué que ça, justement? C'est plus compliqué parce que ça dépend ce que tu veux adapter. Si effectivement tu reprends juste les motifs et tu les transposes dans un autre média sans prêter attention aux intérêts de cette forme médiatique-là, ça n'a pas de sens. Ça sert à rien. Alors ça fera peut-être plaisir aux fans, même s'il y a toujours les problèmes d'adaptation visuelle. Hein. On a vu les questions de est-ce qu'on met des dents à Sonic ou pas, des choses comme ça, hein. Oui, parce qu'il y a celui-là aussi. Oui. Quelle histoire, ça aussi. Quelle histoire. Mais donc, si tu veux juste adapter des images, des motifs comme ça, ton film ou de la série servira à rien. Ce qu'il faut, c'est adapter une histoire. Un film ou une série, c'est des choses qui racontent des histoires. Donc, il faut soit avoir un matériau vidéoludique qui a déjà une histoire solide, c'était le cas de The Last of Us, soit intégrer une histoire développée avec un début, un milieu, une fin, etc., dans un monde qui est développé, comme Pokémon. Oui. Et ça suit aussi l'évolution technologique du jeu vidéo, c'est-à-dire que quand on parle des adaptations de Mario Bros, de Mortal Kombat, de Street Fighter, on parle de jeux qui justement sont sur des gameplays qui sont très identifiés, de plateformes, du jeu de combat, du FPS dans sa plus simple expression, et des gens, en effet, comme tu le dis, essayent d'en faire un film. Voilà, c'est compliqué, quoi. Là où aujourd'hui, on a quand même une dimension narrative qui est beaucoup plus développée, même dans des jeux dont justement le gameplay est très mécanique, ou comme justement aujourd'hui, même dans un jeu comme Mortal Kombat ou Street Fighter, il y a un lore, il y a une histoire, il y a quelque chose sur lequel tu peux te greffer, quoi. Parce que j'ai l'impression que le jeu vidéo, comme il s'est développé un peu presque en opposition au cinéma sur certains trucs, en tout cas, je parle vraiment du côté communauté des jeux vidéo, qu'on a évolué à notre manière et que, en fait, comment dire, comment je vais dire ça, mais on sait adapter le projet d'un jeu. Comme par exemple, un jeu peut se baser exclusivement sur un gameplay et être un grand jeu. C'est ce que tu vois, et que finalement le cinéma prend les. Non, t'es pas d'accord? Oui, non mais si, un jeu peut être fondé uniquement sur le gameplay et être génial. Je suis d'accord. C'est ça. Et que du coup, quand tu prends un jeu qui est basé sur du gameplay et que t'en fais ce qui est le cas de Mario, hein, on va pas se mentir, tu parlais de lore, Mario est avant tout un jeu de gameplay, un platformer, quoi. C'est le niveau 0 par définition. L'adapter en film, ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Justement, parce que là tu relances des enjeux d'adaptation, c'est super intéressant. Il n'y a pas forcément de bonne réponse, je pense aussi là-dessus, mais en fait, en gros, pour revenir, il y a un truc, c'est dans la critique d'art, il y a une théorie qui date un peu du modernisme, et c'est la spécificité du médium, et c'est l'idée que une œuvre d'art est bonne si elle exploite ce qui ne pourrait pas être fait ailleurs. Genre un bon tableau, c'est un tableau qui ne pourrait pas être autre chose qu'un tableau. Et du coup, si tu pars de ce principe-là, c'est qu'une adaptation de jeu va devoir prendre en compte ce qui fait la spécificité d'un jeu. Et un jeu, ça raconte une histoire, mais c'est aussi une expérience à travers le gameplay. Et l'enjeu, et c'est là où moi je trouve le plus intéressant, c'est de dire, est-ce que tu es capable de trouver un équivalent dans un film ou dans une série, au niveau par exemple, narratif ou au niveau de la mise en scène, de ce que le jeu faisait en termes de gameplay. Comment tu peux transposer ça? Et là, il n'y a pas de bonne réponse, mais... Côté interactif. C'est ça. Et à la rigueur, je trouve ça moins intéressant si on est juste dans la transposition de l'univers. On a un truc qui... On zappe cet aspect-là qui est peut-être le défi un petit peu. Et je pense que ça nous amène justement, là on parlait d'adaptation en film, et ça amène à l'adaptation en série. Et en ce que ça pourrait être différent, et en préparant l'émission, un truc que je me disais, c'est finalement pourquoi ça fait sens de faire des jeux vidéo en série. Est-ce que le jeu vidéo, dans le fait qu'en fait, à partir du moment où un jeu vidéo, on n'est plus dans la salle d'arcade et on met un peu de temps à le finir, on est déjà dans un peu un rapport épisodique, c'est-à-dire qu'on va lancer le jeu, on fait des parties. En fait, c'est l'invention de la sauvegarde, les plateformes en série, et notre rapport au gameplay, c'est aussi presque un exemple de narration sérielle, parce que par exemple, on va t'apprendre à faire un truc, et puis on va rajouter un élément, et un autre, et ensuite, ce boss-là, il t'empêche de le faire. Et d'ailleurs, tu regardes souvent dans la presse vidéoludique,
on a le terme de twist de gameplay. Genre, c'est vraiment un retournement narratif. Ouais. Donc, les jeux vidéo, par essence, ont un truc de la narration sérielle, donc ça fait sens de les retrouver en série. En fait. Est-ce qu'un, alors je suis peut-être un peu loin, mais est-ce qu'un didacticiel n'est pas un pilote, tu vois, quelque part dans la carrément. forme, c'est Il y a quelque chose. voilà ce dans quoi tu rentres, quoi. Tu es beaucoup plus impliqué, enfin c'est le principe d'un jeu vidéo, puisque c'est toi qui contrôle. Ce que tu peux pas transposer tel quel en série, même s'il y a eu... Pas tel quel, mais... Mais voilà, mais des fois, tu es impliqué, tu vois, les grandes... On parle de Game of Thrones, tu vois, la fin de la saison 8 montre que les gens étaient ultra impliqués dedans, mais impuissants. Oui, non, mais voilà. Donc, faut trouver des façons de reproduire la même sensation. C'est ça. Comment faire avec voilà, la correspondance du médium. C'est de toute façon la correspondance entre le fond et la forme pour pouvoir retrouver tout le plaisir de l'implication que tu as dans un jeu vidéo, dans une série où par définition, bah, tu n'as pas ta manette et où tu peux pas contrôler où va le personnage. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le jeu vidéo s'est aussi emparé de cette grammaire sérielle ces dernières années, avec moyennement de succès, on va dire, mais il y a des jeux qui se sont clairement construits sur ce concept-là, notamment chez Remedy, où il y a donc Alan Wake qui travaillait cette forme épisodique-là clairement dans le jeu et qui en plus avait une série tournée avec des vrais acteurs en compagnon, on va dire, quoi. Et derrière, ils ont aussi réitéré l'opération avec Quantum Break, je crois, non, où là, on est clairement dans un objet transmédia où on a vraiment... les scènes cinématiques sont des scènes tournées avec des vrais acteurs d'Hollywood qui viennent du coup faire avancer le jeu, quoi. Et le héros du jeu est modé sur un acteur connu. Voilà, quoi. Donc on a vraiment une grammaire sérielle et on pense aussi éventuellement aux jeux de Dontnod et aux jeux de Telltale. Voilà, et qui par contre, eux, étonnamment, du coup, qui s'approprient une narration plus sérielle, mais vont peu à peu abandonne entre guillemets l'aspect jeu vidéo parce qu'on a un gameplay qui est vraiment minimal, quoi. C'est juste on a les choix, c'est-à-dire qu'on prend juste l'interactivité du jeu vidéo en termes de choix et on zappe le reste. Donc c'est intéressant de voir comment on négocie le passage entre les deux. Et puis c'est dans l'autre sens du coup, c'est de la série. Oui, c'est ce que disait Guillaume, il y a des jeux qui se sérialisent. Est-ce que vous avez quelques autres exemples de l'inverse justement parce qu'on en parle, mais de jeux vidéo adaptés en série télé exclusivement Alors dans l'animation, c'est peut-être aussi la petite distinction qu'on peut faire par rapport à The Last of Us où on est en prise de vue réelle. En adaptation, il y a quand même plein d'exemples de réussite d'adaptation. Pokémon, t'en parlais. Par exemple, Guillaume. Non, en série. Bah justement, la série Pokémon, je pense que c'est culte. Ah oui, personne oui, animation. Oui, moi je parlais de série live action. Oui, moins. Alors en live action, honnêtement, justement, moi j'ai pas beaucoup d'exemples. Récemment, il y a eu Halo, mais qui a pas été une grosse réussite. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut resituer aussi, c'est qu'effectivement, il y a énormément en fait de séries animées basées sur des jeux vidéo. Enfin, moi j'ai cherché, alors c'est peut-être pas le premier, mais j'ai l'impression que Pac-Man en 82, c'est une des premières adaptations. Il y a énormément au Japon d'adaptations en animé de jeux vidéo japonais. Et en fait, ça vient que plus récemment, effectivement, les séries live, dont The Last of Us va sans doute être un exemple. Il y a dans les tuyaux, en tout cas, énormément de projets. Fallout, Mass Effect, énormément de choses. Parce que ça va peut-être de pair, et peut-être que c'est parce que je connais le larron, je pense. Est-ce que c'est pas ce qu'il va dire à l'instant, mais ça va aussi de pair avec l'évolution des technologies et des moyens qui sont donnés aux séries télé. C'est aussi que, alors il y a des séries télé, mais aussi du jeu vidéo, parce qu'en fait, le jeu vidéo, à longtemps, ne pouvait pas être photoréaliste pendant très longtemps. On avait des jeux très stylisés, en 2D. On pensait que ça l'était, mais... Ça faisait plus sens de passer par l'animation. Et là, on a des jeux comme justement The Last of Us, qui sont des jeux très impressionnants quand ça sort au niveau visuel. Et tout de suite, je dis, ah oui, ça passe en film. Alors qu'à l'inverse, tu parlais du jeu Super Mario, ils l'ont fait en live, ça n'avait pas de sens de faire Mario en live, en fait. Pourquoi tu vois bien comment ça... Parce que Bob Hoskin avec une moustache. Et donc là, on a un moment où les jeux arrivent à un niveau technologique. Et comme tu dis, les séries ont un budget qui fait que là, on peut éventuellement plus penser en live action, peut-être. L'écart entre les deux, visuellement, narrativement, esthétiquement, c'est rétréci. Voilà. Et voilà, ça permet de faire un tour de l'un à l'autre plus facilement. Et on revient sur cette notion de légitimité, du coup, parce qu'au final... on a l'exemple très récent aussi, parce qu'on nous l'a demandé sur Twitter et sur nos réseaux sociaux, donc il faut le citer, sinon on va se faire tirer les oreilles, d'Arcane. Mais oui, mais il faut parler d'Arcane. C'est incroyable, comme série d'animation, comme aussi ce qu'elle raconte, ses personnages, c'est très réussi, quoi. Mais c'est de l'animation. Et peut-être que justement... Parce que justement, quand on parlait de légitimation, tu vois, pour moi, je trouve ça tout aussi bien, voire mieux que The Last of Us, mais peut-être que justement, on a du mal à voir les réussites parce que c'est de l'animation où c'est moins visible, c'est moins mis sur le devant de la scène et donc on se dit The Last of Us, incroyable réussite d'adaptation d'un jeu vidéo alors qu'en fait on a déjà des exemples mais c'est de l'animation quoi.
Ça invisibilise un peu. Un petit peu, ouais. Et regardez plus Ah d'animation. bah oui, complètement. Effectivement, Arcane, c'est une réussite absolument fabuleuse Trop bien, cette série. parce que ça rajoute de la profondeur au personnage, ça rajoute une narration vraiment soutenue, avec un univers graphique qui propose des choses, et des choses assez innovantes aussi. On n'est pas sur refaire les mêmes esthétiques, etc. Donc il y a une originalité tout en restant, alors je connais moins un peu cet univers vidéoludique, mais tout en restant fidèle à côté bien délirant du jeu. Ouais, et pourtant, en plus, c'est un jeu, c'est donc adapté de l'univers de League of Legends, c'est ça, qui est très mécanique aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu, c'est l'e-sport même, donc c'est vraiment, voilà, quoi, il a fallu Il y avait un lore, imaginer mais quelque chose. Est-ce que ça explique pas aussi peut-être, alors, on va voir, hein, mais alors Arcane, j'ai vu que le premier, donc j'ai pas d'avis sur Arcane. Mais et League of Legends, je suis nul, donc mon avis est vraiment influencé par le fait que je sois nul, donc je sais que le jeu était pas bien, mais bref. Le fait que justement, j'ai l'impression qu'il y a un lore, mais il y a pas, c'est pas des jeux narratifs, c'est pas un jeu narratif. Est-ce que ça a pas aussi peut-être permis de faire une meilleure série parce qu'ils avaient le champ libre en fait pour créer leur récit? Et là, on va arriver à The Last of Us après, mais où on a par contre un récit qui est beaucoup plus dirigiste et qui est déjà beaucoup plus fixé, qui limite la création. Alors, je sais pas, c'est pas si parce que si c'était juste ça, je crois que tu l'as mentionné, Guillaume, plus tôt, mais le Street Fighter qui a été adapté en film, ils ont pris vraiment, et en fait, ils en ont fait n'importe quoi. C'est vraiment, ils ont vraiment pris les trucs, ils ont mis dans un sac, ils ont secoué, et il y a Jean-Claude Van Damme qui arrive dessus. Tu vois, donc, oui, c'est une piste de réflexion, mais j'ai tellement d'exemples d'inverse, quoi. Déjà, ils ont voulu prendre un truc et essayer de rajouter un lore, et ça n'a pas du tout fonctionné. C'est peut-être ce qui a été fait de pire. Peut-être c'est pas systématique, on va voir en fait, est-ce que c'est possible de faire aussi bien qu'Arcane avec des jeux plus dirigistes? Ça va être la question peut-être plus. Et avec du live action aussi, quoi. Avec du live action. Parce que Halo, que je n'ai pas vu, Halo, donc la série de jeux vidéo, si vous ne la connaissez pas, le personnage principal c'est Master Chief, Spartan 117 John, 117. on l'appellera John s'il nous regarde. Le truc de Halo, c'est que c'est à la manière de Mandalorian récemment d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît pas son visage. En tout cas, je n'ai pas fait tout les Halo, donc peut-être que depuis son visage a été connu. Je vois jamais. La série a enlevé le casque directement. Oui, mais c'est un choix. Tu vois, justement, c'est un choix d'adaptation. C'est un choix ils se sont dit, je pense, et l'acteur qui incarne le rôle l'a dit aussi. Alors, au-delà du côté égo je suis dans une série à gros budget et j'ai quand même envie qu'on voit ma tête. Bah, c'est ton image aussi, hein, toute la carrière. D'ailleurs, il y a une anecdote sur The Last of Us est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais qui dit que justement Pedro Pascal a souhaité que, en tout cas, le fait qu'il ne parte pas de masque à gaz dans un univers où potentiellement on peut être contaminé vient un peu du fait que Pedro Pascal était déjà sur The Mandalorian et donc déjà casqué et qu'il en avait un petit peu marre qu'on voit pas son visage. Oui, est-ce que c'est vrai ça? Non. Je rappelle que dans sa carrière, s'il avait porté des casques plus souvent, s'en sortirait peut-être un peu bien. En tout cas, juste pour revenir sur Halo, c'est un vrai choix d'adaptation de dire on parle d'un personnage qui est très monolithique et on lui fait vivre des choses pour révéler son humanité. C'est un peu ça. Donc, si on voit pas son visage, c'est plus compliqué. Petite anecdote légèrement hors sujet, mais sur ce sujet-là du casque de Master Chief, si vous avez vu Hellboy 2, il y a un personnage, c'est Kraus, qui donc a un ectoplasme dans une armure, qui a le truc qui bouge. Et en fait, Del Toro a expliqué, alors de mémoire, dans le commentaire audio, il explique que ce système-là du truc qui bouge quand il parle, il avait imaginé quand il y avait un travail sur le film Halo. C'était la question qui se posait, c'est comment tu rends le casque plus expressif. Donc, eux, ils n'étaient pas partis sur l'idée de voir l'acteur. Ils s'étaient dit, ok, de faire bouger quelque chose dans le casque. De le rendre vivant. Voilà, c'est ça. Allez voir chez Pixar. Très belle anecdote. Pixar, ils arrivent à rendre vivant un petit robot, ça marche. Oui. Bon, il y a des yeux, c'est pas la même ambiance. Et merci tous les gens qui sont sur le chat. Je ne vais pas pouvoir vous saluer toutes et tous dès que vous interagissez, mais voilà, on a Litena qui est avec nous, Wiz Davy qui est toujours là, et Doctrice Zelda qui est là, vraiment. Non, mais on ne ment pas littéralement face à moi. Zelda qu'on a eu dans un précédent live sur For All Mankind. On t'a emmené sur Mars, directement, en cosmonaute. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On était sur les adaptations. Voilà, on en a listé quelques-unes. Est-ce que vous, il y en a, par exemple, peut-être avant The Last of Us, si The Last of Us correspond à ma question, où vraiment vous êtes dit, là, ils ont bien fait, là, c'est ce que j'attendais de cette adaptation. Halo, par exemple, qui a regardé Halo? On en parle à l'instant. Ouais, j'ai regardé, ouais. Toi, tu pour en avoir. Alors, je connais Halo. Étais-tu féru de Halo? Ouais, non, j'ai jamais joué à Halo. Je connais bien l'univers, le lore m'intéresse, donc j'ai regardé des vidéos résumées sur YouTube, entre autres et tout. Donc, je connaissais un petit peu l'univers quand même.
Et j'ai regardé la série et honnêtement, alors je sais que la série s'est fait beaucoup bâcher, mais moi je l'ai trouvé assez correcte. Visuellement, il y a des choses qui sont cool. Ils ont quand même réussi à recréer, je trouve que l'esthétique est très respectée. Alors bien sûr, il y a des choses en 3D qui font que parfois tu sens un peu le manque de budget et tout. Mais voilà, et après, au niveau de l'histoire, c'est assez classique, hein, au final, c'est une histoire de scientifiques qui perdent un peu les pédales et qui, du coup, essayent d'imposer des innovations technologiques dans un monde en guerre contre des extraterrestres. Voilà, bon, il n'y a pas de grosse originalité, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez prometteur. Je n'ai pas été particulièrement déçu, mais aussi parce que j'étais pas un énorme fan du matériel d'origine. Je dirais pas que la série s'est fait bâcher. Enfin, peut-être que c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que moi, avant tout, j'ai l'impression que c'était du OSEF. Quand la série est sortie, il y a eu une petite excitation et non. Bah, le problème, c'est qu'elle c'est pas une série qu'on a vue. Vous avez des potes qui vous ont dit, hey, gars, j'ai lancé Halo. La série, c'est trop bien. Pas dans la communauté des joueurs aussi. Je te rappelle que Guillaume, ici présent, est un pur gamer. Et j'en ai d'autres, des potes pur gamers. Et aucun m'en... Pour placer, parce que moi, je suis l'exact opposé de Guillaume. C'est-à-dire que je suis un bébé Halo. Je jouais à Halo mon enfance, mon adolescence. J'ai fait à peu près tous les Halo. Gros fan. Alors, moins fan de l'histoire en elle-même, qui a jamais été très intéressante. L'univers est cool. Et les jeux, niveau gameplay, bon, c'est super, quoi. C'est super bien foutu. En tout cas, les 3 premiers. Et donc, j'ai lancé la série. J'ai vu 15 minutes, j'ai fait ah non. Donc vraiment le truc, je déteste en plus quand on dit un truc comme ça. C'est quoi qui a créé moi c'est l'inverse, j'ai pas du tout retrouvé l'univers au niveau visuel parce qu'en fait après il faut dire qu'il a évolué avec les changements de studio, mais au départ Halo c'est plus coloré, il y a plus de c'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé là. J'ai trouvé aussi mais après pareil, j'ai jugé avec le début donc c'est naze, hein, c'est vraiment pas une vraie critique, mais les premières scènes d'action pareil, j'ai trouvé ça très mou et pas du tout justement. Mais il y a une montée en puissance. Ouais, c'est peut-être ça, mais tu vois en fait c'était très je sais pas lent dans la chorégraphie et justement pour se dire comment en fait le défi pour moi c'était est-ce que vous allez arriver à me faire ressentir dans des scènes d'action audiovisuelles quoi dans votre mise en scène l'intensité d'un gunfight de Halo et pour moi c'était le défi en gros si vous arrivez à me faire ça c'est une adaptation réussie et c'est pas ce que j'ai retrouvé et donc c'est vrai que là j'ai abandonné là c'était trop. Et c'est drôle parce que quand Del Toro justement, est-ce que c'était déjà Del Toro, je sais pas, mais quand Del Toro avait mis il y a longtemps un extrait, une espèce de bande-annonce à l'E3 je crois justement d'une petite scène qui était censée annoncer l'arrivée de Halo en live action. Et Neil Blomkamp plutôt. Neil Blomkamp peut-être, ouais. Non mais je te dis, je sais pas si c'était déjà Del Toro, mais tout le monde a fait genre, je me souviens, il jette une grenade par terre et ça fait une protection et le truc durait très peu de temps quoi, et tu dis putain la vache. Neil Blomkamp a fait une vidéo liée à Halo, au moment d'Halo 3, au DST, elles étaient vraiment excellentes et tu te dis waouh, tu peux faire un truc de fou quoi avec et non. Mais c'est plus facile de faire un truc de ouf sur 5 minutes, oui c'est sûr. Que sur la longueur. Oui, mais comme quoi il y avait peut-être déjà et puis encore une fois, le live action, c'est compliqué comme tu dis du coup quand c'est du pixel, du polygone et a fortiori du coup de l'animation, on arrive bien plus à retranscrire des choses qui sont fantasques. Là, quand on essaie de faire du réaliste, c'est compliqué. Et dans les tuyaux, il y a des projets d'adaptation en série de licences Sony comme The Last of Us, donc que sont Horizon et God of War par exemple. Moi, j'ai très peur que justement, ils ne réussissent pas à recréer, comme tu dis, cette fluidité qu'on peut avoir, même sur des personnages qui sont costauds ou qui, du coup, dans un monde réaliste, ne réagiraient pas physiquement de cette manière. Regarde ce qu'ils ont fait dans l'adaptation en série par Netflix de The Witcher, sachant que c'est adapté à la fois des... On ne se moque pas tout de suite. J'ai rien dit. J'ai été désagréable, ça n'a rien à voir. Pas tout à fait pareil en plus, parce que c'est un peu l'adaptation de... À la base des nouvelles et un peu des romans de Sapkowski, mais ça intègre des éléments des jeux, et notamment du 3e jeu de CD Projekt Red, sachant qu'ils ont repris, alors certains éléments graphiques avec la double épée et des choses comme ça, mais ils ont repris aussi certaines dynamiques dans les combats. Donc il y a des combats dès la première saison qui fonctionnent très bien parce que ça reprend cette esthétique. En revanche, tout ce qui est effet visuel sur les créatures, les monstres, et c'est quand même une part importante de l'univers de The Witcher, ça tombe un peu à l'eau parce que on perd ce côté réaliste. Dès la première créature qui apparaît dans les marais, on n'y croit plus. Donc, bon, ça plus les constructions chronologiques qui posent problème dès la première saison. Mais donc, il y a des tentatives de puiser dans les jeux les choses qui, à l'écran, pouvaient rendre bien. Mais on est déjà dans The Witcher dans un système de combat qui avait une lourdeur, quoi. Donc du coup, comment ça ? Non, mais même le personnage, il avait un poids, on ressentait le Legolas, poids du personnage. Voilà, c'est ça. C'était malgré les cheveux. Donc on commence avec c'est pas Legolas. Ça va être une cata. Personnage léger, écoute. Mais moi, pardon, je préférais toujours voir une adaptation un peu ratée, mais où dedans je vois ils ont tenté un truc,
que, alors ça nous fait revenir un peu sur les films, mais récemment est sorti le film Super Mario Bros, qui n'est pas un mauvais film, mais qui est vraiment une adaptation bête et méchante de l'univers. Moi j'aurais dit l'inverse. Quoi? Qui est une bonne adaptation, mais qui n'est pas un très bon film. Oui, voilà. Non, c'est pas. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est un mauvais film. Enfin, tu vois, c'est juste, je me dis, ah bah ok, c'est une adaptation de Mario, quoi. T'as tout. J'ai trouvé ça assez intéressant comment ils mettent Smash Bros, comment ils mettent Mario Kart, mais tu vois, c'est plus une espèce de, comment on appelle ça, vous savez, pas une profession de foi, mais tu vois, c'est voilà ce qu'on sait faire, c'est beau, les textures, t'as rien à dire, mais voilà, c'est une adaptation de Mario. Français en plus, donc Illumination Studio. L'histoire est pas transcendante, mais ça reste un film familial qui reprend tous les codes de Mario. Où l'histoire est de base n'est pas transcendante non plus. Hein. Oui. Donc c'est réussi, c'est un cas assez particulier, quoi, parce que c'est réussi, mais en même temps, c'est pas du tout. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'en attendais, mais en même temps, après, je suis sorti, je me dis, mais gars, tu voulais quoi? Tu voulais du Mario, en fait. Donc, c'est pas. C'est qui le public cible? Parce que tout le monde, c'est le principe, tout le monde joue à Mario, en fait. Il y a un côté transgénérationnel. Ouais, clairement. Tout le monde sait qui c'est, en tout cas. Ouais. Je vous propose qu'on passe sur Clou. Sur Clou, avec la série en elle-même, parce que ça va être le cœur de cet épisode. Qu'est-ce que j'ai posé la question plus tôt, mais quand vous avez appris cette annonce-là, et qu'est-ce que vous attendiez de cette adaptation? J'ai envie de vous lancer sur un truc un peu général. Quand vous avez appris ça, parce que j'ai l'impression que personne n'est ultra fan parmi nous quatre de The Last of Us. La série ou le jeu? Le jeu. Si, le jeu premier, il fonctionne bien. Non, mais tu apprécies beaucoup le jeu, mais c'est pas. Moi, j'ai un ami que je salue s'il est ici, Guillaume, qui a un tatouage de The Last of Us. Il y a le tatouage de Ellie. Voilà, c'est de ce level-là que je parle. Parce qu'ils étaient nombreux et nombreuses à l'époque. The Last of Us, c'était le Messie arrivé. C'est vraiment, s'il y en a un qui doit être s'il y a un truc qui doit être adapté, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous attendiez de cette série, justement, par rapport à ce qu'on venait de dire sur les séries? Est-ce que vous vouliez un truc original? Vous vouliez que ce soit une série qui prenne des risques? Ou, en gros, si c'était une adaptation un peu bête et méchante, comme je disais sur Mario, ça vous allait? Le projet sur le papier était assez enthousiasmant de prime abord. En plus, je crois qu'il a été annoncé après la sortie du 2, enfin peu de temps après la sortie du 2. Donc il y avait vraiment en plus le côté un peu frais de la hype, du plaisir d'avoir fait le jeu et tout, et de voir poursuivre l'univers, parce que sans rien dévoiler, on va dire que partout pourrait être une fin pour l'histoire de The Last of Us. Il y aura une suite a priori, puisque la série elle-même ne s'arrêtera a priori pas là, mais voilà. Donc sur le papier plutôt enthousiaste, le fait que du coup le directeur créatif réalisateur du jeu vidéo soit directement impliqué, c'était aussi plutôt rassurant. Le fait que Greg Mazin aussi, du coup, qui était auréolé de succès après Tchernobyl, soit impliqué, c'était aussi un peu rassurant, même s'il n'a pas fait que des trucs bien, au cinéma notamment, je crois. Mais donc voilà quoi. Après, on est rentré dans une espèce de période d'observation, je crois, où on s'est dit, ok, maintenant ça va être le casting, et surtout au final, à force de réfléchir. Qu'est-ce que ça va être, quoi? Est-ce que ça va être une adaptation justement littérale du jeu? Est-ce que ça va être ils vont prendre plus leur temps, ou au contraire est-ce que, enfin voilà, comment ça va se concrétiser finalement? Là où on était, en tout cas moi j'étais à peu près sûr, c'est que visuellement ça allait être convaincant avec HBO, quoi. Et puis on a su aussi que le budget serait là, donc c'était rassurant. Globalement c'était rassurant, mais comme tu dis, je pense que sans être ultra fan du jeu, mais en aimant bien, il y avait un peu ce truc de est-ce que comment ça va, tu vois, comment ça va se goupiller, est-ce que ça va vraiment être intéressant d'avoir une redite d'un jeu qui raconte déjà une histoire. Mais tu as employé plusieurs fois le terme rassurant, et c'est vrai, hein, c'est rassurant, mais du coup il y a un côté très comfy, voilà, il y a un côté, je vais prendre mon plaid et mon chocolat chaud et je vais avoir, ce qui est très bien, hein, mais je vais revivre la même chose. Alors il y a un côté plaisir de redécouvrir ce que tu connais déjà, mais sous une forme finalement assez proche, on pourra en reparler, mais c'est très bien ce côté rassurant parce que voilà, c'est encourageant aussi pour la suite, mais sur certains éléments, moi j'aime aussi quand il y a un peu plus de prise de risque, tu vois, quand ils changent d'histoire, ils explorent une autre facette du lore, parce que justement le jeu de Last of Us il fonctionne très bien, ça raconte déjà une histoire qui est super, on peut peut-être faire autre chose, raconter une autre histoire ou une autre perspective. Mais c'est voilà, pour proposer quelque chose de différent, peut-être quelque chose d'adapté aussi à la forme sérielle. Moi, j'aurais bien voulu aussi un peu plus de prise de risque, au risque d'être déçu. Avant de voir la série, tu pouvais pas trop le savoir. Le côté rassurant, c'est cool, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est cool. Tu vois, ça me
Ça suscite pas d'excitation. T'aurais aimé avoir des indices que il y aurait eu plus de risques, quoi, voilà, de prix en amont. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, si tu regardes, elle a été vraiment conçue pour aller dans ce mode-là, parce qu'on a à la prod et donc à l'écriture Neil Druckmann, qui est le directeur créatif du jeu, qui s'est énormément impliqué dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui a pas été très content du résultat de donc autre jeu du studio, Uncharted, qui a été adapté en film. Alors, il a pas dit des trucs trop méchants dessus, parce que lui, il était aussi lié à ça. Il dit c'était fun, il t'en fait des choses. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont décidé de faire une série, il a inclus dans le contrat avec HBO des clauses qui faisaient que certains points de l'intrigue étaient obligés d'être adaptés. On pouvait pas passer outre certaines choses. Donc d'emblée, tu savais qu'on n'aurait pas les coups des franges pour faire une série. Il y aurait des choses, elles doivent absolument être dedans. Et après, ils expliquent que, tu vois, quand il était... Donc, il faut savoir que la série, elle a été, en gros, écrite par lui et Craig Mazin. Et, en gros, à chaque fois qu'il y avait une idée qui était un peu changée un peu du jeu, il fallait que Mazin, par exemple, le convainque, vraiment dire, il faut dire pourquoi il faut absolument changer ce truc-là. Et s'il n'y avait pas de raison absolument parfaite, il fallait faire exactement comme le jeu. Donc d'emblée, on était dans cet état qui n'était pas forcément cherché dans l'adaptation, premier du terme. Pas la transformation, pas trouver des nouvelles idées. C'était on voulait retrouver peu ou prou la même histoire, mais après il y a quand même quelques différences assez intéressantes. On va pouvoir revenir dessus aussi, mais oui, là on en est pour l'instant à la genèse. J'allais arriver sur le casting de cette série. Parce qu'il y a 2 personnages principaux dans The Last of Us, Joel Miller, et tu vas regarder, bah oui, qu'est-ce que... Et Ellie, je vais pas sur... Elle a un nom de famille, Ellie, je sais même pas, je sais plus. Je crois pas qu'elle en ait, effectivement. Plein de jeux de mots, hein, donc c'est vite un nom de famille. C'est plutôt... Non, mais elle en a pas. Non, je crois qu'elle en a pas, tout simplement. C'est une donc, est-ce que... Alors, donc, Joel Miller est joué par... Pedro Pascal, c'est bon Pedro. Et... ce bon vieux Pedro. Et Ellie est jouée par Bella Ramsey. Est-ce que les deux ont été adaptés, ont été annoncés? Est-ce qu'on a pu voir dans Game of Thrones? Est-ce que... Ouais, c'est vrai. Est-ce que les deux ont été annoncés en même temps? Je me souviens plus. Je crois qu'ils ont galéré pour Bella, pas pour Ellie. Il me semble effectivement que oui, ça a été d'abord Pedro Pascal qui a été annoncé. Pedro Pascal. Qu'est-ce qu'on en pense de Pedro Pascal qui a vraiment, justement, tu le disais, est-ce que c'est Game of Thrones qui lui a donné le step-up? Oui, c'est pas son rôle dans Buffy. Alors, sur notre ton, c'est pas le problème. C'est vrai, il a un petit rôle dans le... Oui, il y a eu Narcos aussi qui a été quand même pas mal regardé, même si on en parle. Narcos, où il jouait déjà un peu de ce good guy avec des fêlures, tout ça. Alors, très très loin de Joël, hein, bien sûr, parce que c'est plus des fêlures, c'est... Il est détruit. Oui, il est dans la suite. Je suis le méchant. Il est pas bien. Hein. On va y revenir. Mais c'est vrai que il s'est quand même fait un nom auprès des fans de Game of Thrones. On y revient encore une fois, autre série HBO. Et il a vraiment marqué la série parce que, on le dit, mais disons que tout ne se passe pas bien pour son personnage dans cette série. Le personnage arrive, bouleverse un petit peu tout. Il est très charismatique. Et effectivement, il chute aussi vite qu'il est arrivé. Pour une connerie au passage, mais bon, c'est un autre problème. Donc ça a été un moment très marquant aussi de l'histoire de la série, et il incarne très bien ce personnage. Donc voilà. Oui. Souvenez-vous. Et du coup, vous êtes satisfait de ce Joël-là? Globalement, dans la série, en tout cas, il incarne un personnage... Enfin, c'est compliqué, encore une fois, et je crois qu'on va faire un peu cet aller-retour en permanence d'ici la fin de l'émission. C'est en tant que personnage dans la série... Oui. C'était ça ma question. Ma question, c'est pas est-ce que vous trouvez qu'il est bien adapté, c'est est-ce que un très bon acteur. Il y a du pathos dans ce personnage. Enfin, c'est fait pour. On lui donne vraiment. Il incarne vraiment, ce père de famille brisé, cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même 20 ans après la pandémie, qui, on va dire. Survit grâce à des petits boulots plus ou moins louches dont on nous fait comprendre que clairement il est passé de l'autre côté de la barrière plus d'une fois, ce qui l'a amené à du coup, il y a un côté très il a perdu son humanité et en fait c'est quelqu'un qui malheureusement presque pour lui traverse encore ce monde mais finalement sans vrai but quoi. D'ailleurs on nous l'introduit dans ce monde 20 ans plus tard, post-apocalyptique, en train de faire une tâche totalement déshumanisante, en train de brûler des corps, et notamment des corps d'enfants infectés, quoi. Donc voilà, il le joue très bien, et il joue aussi très bien, du coup, ce personnage, même si peut-être un peu plus caricatural à certains moments, qui, justement, au contact de Ellie, va retrouver
une raison de vivre, une humanité et le plaisir d'être avec les autres, en fait. Il y a aussi ce truc-là, quoi, des rêves, en fait, l'humain, de l'espoir, ouais, d'une autre vie. Donc, moi, je suis assez, je l'ai plutôt apprécié, effectivement. Ouais, moi je l'ai plutôt apprécié, mais quand je finis, Break disait ça tout à l'heure, tu vois qu'un tableau est un tableau et ça. Moi je me dis souvent, ça m'a fait penser à ça, quand je vais voir un film ou une série et cetera, je me demande: «Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre?» Et clairement, selon moi, oui, ça aurait pu être 1 milliard d'autres acteurs bien plus investis ou bien plus marquants que Pedro Pascal. Et Pedro Pascal a un peu l'effet Keanu Reeves, le côté, il est cool, il est sympa, il est machin. Oui, non, mais moi, je vous parle de dans ce qu'il propose, dans The Last of Us, vraiment, Après, il est pas je n'ai pas été bouleversé une seule fois. Là où Ellie, Bella Ramsey, on y reviendra plus tard, mais Bella Ramsey m'a vraiment, putain, ouais, là, il y a probablement une future très grande actrice. Mais Pascal, je dis: «Bon, oui, c'est parce que ce côté good guy en fait un bon acteur». Non. est-ce que tu penses que l'écriture du personnage ou les directions d'acteurs lui permettaient de faire autre chose? Je sais pas si en fait, lui, je trouve qu'il part. Je dis pas non plus que c'est exceptionnel, mais je trouve qu'il fait tout bien, mais je sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus avec ce qu'il avait. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été, en fait, la manière dont tu décrivais, Guillaume, je me suis dit, c'est vrai que ça aurait été intéressant que Joël soit peut-être plus antipathique au début, parce que il est quand même assez, bon, c'est parce que tu as vu son flashback aussi, alors peut-être de son côté, c'est vrai. Mais ça aurait été intéressant de le voir. Moi, tu le vois qu'il il devient de plus en plus à l'aise avec Ellie, il s'attache à elle. Et j'aurais aimé qu'ils partent d'un truc encore plus froid, encore plus distant, et qu'on sente encore plus peut-être ça. Ça aurait pu être intéressant. Leur première rencontre est quand même musclée, quoi. Ouais. On voit linguer contre un mur. Après, oui, c'est vrai. Mais non, mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de non-dits sur. En fait, on voudrait nous le montrer comme un personnage vraiment très peu recommandable. On nous fait comprendre que clairement, il a fait des saloperies, et notamment à travers son frère, qui lui, justement, à un moment donné, a quitté le truc parce que c'est ça, il n'en pouvait plus. Et ça, finalement, on le ressent que très peu, et surtout un peu à la fin. Est-ce que ça aurait pu être intéressant, premier truc, on pourrait avoir un départ du jeu, de justement commencer par nous montrer Joël maintenant en train de faire un truc horrible ou un truc très voilà, et de nous faire découvrir son passé peut-être après dans le premier épisode, où tu vois un premier twist pour induire un autre rapport au personnage. Effectivement. Après, moi je pense que j'ai été influencée par le fait que ce soit ce personnage ou la relation qu'il a avec Ellie. Moi, pendant toute la série, je revivais le film Logan. C'est vrai, je retrouve un petit peu ça, et où les deux acteurs principaux font aussi une... Voilà, c'est absolument sublime ce qu'ils font. Bon, Hugh Jackman, de toute façon, voilà, c'est Hugh Jackman, mais... On l'embrasse. Exactement, on l'embrasse. Ça me perturbe. On embrasse qui, pardon? Tout le monde. Tu vois, le côté... Moi, je voyais un personnage un peu plus vieilli aussi, pas tant physiquement, mais usé. Une vieille âme. Alors que Pedro Pascal a encore une énergie, même s'il essaye de la taire un peu. Oui, ils l'ont vieilli, hein. Il n'a pas l'âge de son personnage. Non, c'est ça, ils l'ont vieilli, mais même, tu vois, je sais pas, dans son regard, tu vois qu'il a encore une énergie, c'est ce qui est normal, hein, mais qui, du coup, efface un petit peu ce côté, le mec, il en peut plus et il survit plutôt qu'il vit. Voilà. Presque à quoi bon, gars? En fait, finis-en maintenant, parce que ta vie est nulle. Hein. Que Ellie va lui redonner une étincelle improbable. Et justement, pour le coup, ce qui est... Pour, XP78 nous disait ça dans le chat. Quand même, le pari qu'il fallait remporter dans cette adaptation, je pense, c'est l'alchimie entre Bella Ramsey et Pedro Pascal, et donc, par la suite, entre Joël et Ellie. C'est réussi. Je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire, alors que vous ayez pas adoré, tant pis, mais c'est... Non, mais si ça n'était pas réussi... Cette émission, si ça n'était pas réussi, la série n'aurait aucun intérêt. On suivrait juste deux personnages où ça ne marche pas, et ça aurait été une catastrophe. Clairement, moi, c'est un des trucs que j'ai préféré de la série. C'est les scènes entre eux, et j'en aurais même eu plus, ça aurait été cool. Il y a des moments où la série part, on a un espèce d'arc de 2 épisodes avec un personnage joué par Melanie Lynskey, et l'autre ville, alors je sais plus le nom. Kansas City. C'est avec l'autre ville, ils arrivent, et tout ça, on oublie, enfin, on les voit, ils ont un peu moins de développement à ce moment-là. Et ça me manquait, j'étais genre, je vais rester le plus possible avec des scènes entre eux. Ça permet de les développer individuellement, mais... Ça marche, on a envie d'être... Et moi, ça m'a même fait ça, parce qu'il y a une partie où Ellie est plus seule, on va dire, et parce que Joël épouse. Et justement, je me suis dit, putain, s'il y avait eu Joël à ce moment-là, il aurait fait ci, il aurait fait ça.
Tu vois, il y a un côté rassurant rassurant, mais en termes de survie, quoi. Tu vois, je me dis: «Putain, s'il y avait eu Joël, s'il y avait eu machin, oh là là, elle va pas s'en sortir» parce que bon, évidemment que Mais si. justement, c'est Oui, le principe, il faut que pour c'est ça. qu'elle se développe, il faut qu'elle soit Oui, mais c'est ça. Non, mais C'est réussi parce que là où pense tout de suite à Joël quand elle est toute petite. Ah oui, Joël, ouais, ça. c'est fait, ça a été fait pour me faire ressentir ça, je pense, sur un mode, Complètement. c'est un duo, quoi. Les 2 survivent parce qu'ils s'apportent mutuellement des choses et c'est dur de faire, oserais-je m'adresser au scénariste, Bria, que vous êtes. Non, mais en termes d'écriture, c'est super dur de réussir sur une série, en plus, un duo parce que est-ce que c'est plus simple de faire une série chorale qu'une série, où il y a vraiment, qui repose sur un duo? Tu me réponds vite. La pression. Non, mais je veux dire, Oui. parler de Logan, par exemple, c'est quand même un film qui se base. Les gens aiment Logan, même avant que le film Logan ne soit sorti, les gens aimaient déjà Wolverine. Là, il y avait quand même tout un nouveau public à conquérir, hein, ce qu'on dit The Last of Us, machin, mais dans les audiences, qui a fait audience, je sais pas si on a les chiffres, mais audience énorme pour The Last of Us sur HBO. En termes de chiffres, c'est gagné. 3,7 millions pour le premier Il y avait épisode. tout un spectatorat à aller conquérir avec ces 2 personnages-là. Donc, c'était balèze, quoi. Oui, bah, c'était immanquable, quoi. La série n'aurait pas marché s'ils n'avaient pas réussi à faire ce duo et à l'équilibrer, effectivement. Justement, on peut parler aussi un peu plus de Bella Ramsey, qui, comme tu le disais, effectivement, a quand même la grosse partition de la série, parce que c'est sur elle, quoi, et c'est elle qui va subir, elle aussi, mais Ellie qui va subir aussi le plus de transformations, voilà. Et effectivement, moi j'avoue, j'avais eu, en fait, avec la perspective de Part 2, c'est-à-dire donc de la suite du jeu vidéo où Ellie, on retrouve Ellie des années plus tard, Je sais pas comment ils vont faire. je me posais beaucoup la question de comment ils vont gérer ce passage, sachant que du coup Bella Ramsey est un peu entre les 2 âges, quoi, Bah par ouais. rapport au jeu. Est-ce qu'ils vont la vieillir? Et je me posais la question de est-ce que elle est capable justement d'endosser le rôle d'un personnage beaucoup plus violent. Et en fait, du premier épisode au dernier épisode, elle arrive à avoir cette palette de jeux incroyable. Et c'est une vraie, je trouve, pour le coup, pour l'avoir suivi évidemment dans Game of Thrones, où tout le monde, je pense, a été très fan de... c'était quoi déjà, Lady Mormon. Voilà, c'est ça. Je pense que déjà dans The Last of Us, Bella Ramsey, elle en a encore sous le pied. Oui. Comme c'est déjà une bonne actrice, elle sait que Ah oui, mais c'est ça, je ce pense que niveau-là ça va qu'elle être doit incroyable, donner quoi. et qu'en fait, après, encore une fois, pour avoir un petit peu commencé le deuxième jeu, je me posais la question justement sur le vieillissement, mais il y a déjà, en très peu d'heures de jeu que j'ai pu avoir sur la partie 2, il y a déjà beaucoup à donner qu'elle ne donne pas dans. Ouais, c'est ça. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais justement pour répondre à ça, la petite Mormont qu'elle jouait c'est je crois vraiment elle a genre 2 scènes dans Game of Thrones. Enfin, c'est Plus quand même, mais un peu plus. C'est pas la mort qui m'a marqué, hein, c'est le moment où il y a quelqu'un qui doit gueuler et c'est elle qui. Oui, tu vois. bien sûr. Non, mais je veux Et dire, c'est pas un putain. personnage qui disparaît, tu vois, derrière, elle a vraiment, les gens ont Et compris que sa mort c'était est un... peut-être pas la plus pertinente du personnage, en fait, je pense. Mais Justement, c'est ce moment où elle est entourée de tous les mascus de Westeros et qu'elle dit: «Mais c'est un scandale!» Et du haut de son 1m40, elle fait fermer la gueule, Ouais. elle fait fermer leur gueule à tout le monde et sans crier. Et il y a, je pense, le monde a découvert Bella Ramsey sur Ah cette oui, scène, bah, clairement. tu Et vois. puis, Et Et dans The Last of Us, elle est, je trouve, au mieux de son jeu quand elle est en interaction avec les autres personnages. Mm. Et je pense que moi, c'est ça qui, à la limite, me fait un peu plus peur pour la saison 2. C'est que, bon, elle a clairement toutes les capacités pour être effectivement une excellente actrice sur le long terme, en plus. Mais elle brille énormément quand elle est justement, quand il y a ce give and take, hein, cet échange avec Pedro Pascal ou avec les autres acteurs. Voilà, elle a une scène avec le pasteur super chelou, prof de maths, là. Oui. Pas parce qu'il est prof de maths. Si, déjà. ça joue. Déjà. On en a rien contre les profs de maths, mais Mais quand même. Méfiez-vous des profs de maths. Et donc, toute seule, il faut voir si elle arrive à développer ça. Mais elle a clairement tout le potentiel pour. C'est impressionnant ce qu'elle a fait. Et pour le coup, elle arrive, en fait, autant je trouve que Pedro Pascal joue vraiment ça y est, j'ai manqué le nom du personnage. Joël. Voilà, merci. Du jeu, c'est-à-dire qu'on le retrouve bien et il est assez proche. Autant je trouve que justement, du coup, la Ellie de la série est un petit peu différente. elle s'est appropriée, quoi. Elle s'est vraiment appropriée. D'ailleurs, ça lui a été reproché, entre guillemets. L'écriture a été reprochée justement parce que c'était pas exactement la Ellie plus enfant. Non, mais Qu'on a plus critiqué le personnage. voilà, c'est étonnant. C'est surprenant. Alors que le Mais, personnage féminin est bien au-dessus du personnage masculin. Mais du coup, elle s'est vraiment approprié le Oui. personnage. Et c'est ce que je disais sur Pedro Pascal, c'est qu'il y a quand même un gap
entre ce Ah que ouais, elle c'est ça. propose et ce que lui propose du Joel Miller. Elle propose Bella Ramsey, interprète Ellie. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Alors j'adore jouer sur les mots, c'est une passion chaque instant, mais vous voyez ce que je veux dire, Non, quoi. mais c'est une Et, recommandation, du ouais. coup, ça augure du bon pour la saison 2. Je me suis calmé sur les informations que j'allais dévoiler maintenant, mais voilà, la saison 2 va être hyper intéressante. Et on nous demande si une saison 2 est prévue par HBO. Oui. Oui. D'ailleurs, Plusieurs saisons. voilà, plusieurs saisons, ils s'arrêteront pas à la saison 2, ce qui pose un peu question, mais En gros, c'est sûr que le deuxième jeu qui est plus long sera adapté en plusieurs saisons. Voilà, c'est ça. c'est ça. Tout ce qu'on Ça m'apprend un truc. En gros, ils ont dit on peut pas faire ça une seule saison. Oui, bah, tiens. Et ils ont aussi dit Déjà. qu'ils iraient pas au-delà du jeu. Alors, on sait pas si ça veut dire si Naughty Dog fait un 3, on attendra qu'ils aient fait le 3 pour Ouais. faire une adaptation. Ou on s'arrête là avec le truc où s'arrête le 2. Ce qui, après, on va rentrer un peu plus dans notre relation à l'adaptation en tant que telle dans The Last of Us. Mais moi, c'est aussi un des trucs que j'aime moins. Je me dis, comme j'aimerais bien qu'ils aient plus imaginé l'autre de choses, qu'ils soient plus appropriés de l'histoire, au contraire, je serais en mode inventer la suite. Voilà. Allez-y. Un peu comme, alors je prends un parallèle, bon, c'est pas vraiment la même chose, mais vous voyez The Leftovers, Oui. qui est basé sur un roman. Oui. Le roman est adapté à la fin de la saison 1. Et ensuite, ils sont partis, ils ont créé autre chose. En plus, situation similaire où en gros, c'est adapté avec l'auteur du roman qui participe, qui est aussi dans la Writer's Group, qui dit oh, ok, on a le droit de faire ça, et ensuite Linov propose ça. Or, moi, ma préférée, c'est la 2. Et donc, justement, on lui donne un scénario. Ils ont réussi. Ça pourrait être très risqué. Oui. Par rapport à une autre expérience d'HBO sur Alors, un matériau qu'on dépasse de Game of Thrones, la différence, à la rigueur, je dirais, c'est que Game of Thrones, le récit n'était pas fini, alors que sur le cas de The Leftovers, c'était fini, et Last of Us, il y a des fins à la fin de chaque jeu qui peuvent fonctionner pour la fin du récit. Donc, on est dans une situation un peu différente. Mais ça veut effectivement pas du tout dire que ça serait la bonne solution. Non, mais c'est plus The Last of Us, intégré, quoi. The Last of Us est un bon exemple là-dessus. Et j'imagine l'auteur du truc de base, on lui donne un scénario exceptionnel, genre. Ouais, c'est pas mal, faites-le. Bon, c'est ça ok marche, pour moi. Ça ira pour cette fois. J'ai envie de revenir aussi sur ce qu'on disait sur le côté adaptation, parce qu'il y a des libertés quand même qui ont été prises sur The Last of Us. Le premier épisode, je pense, qui a vraiment fait parler, c'est le troisième épisode. J'hésite toujours entre le 2 et le 3. C'est le 3. Parce que Pedro Pascal, vous me disiez, oui, mais avec ce qu'on lui donne, machin, il pouvait pas faire aussi. Alors, le personnage, l'acteur, c'est Nico Offerman. Voilà. Non, mais Nick Offerman, il peut tout jouer, c'est tout. Oui, bah justement, en un épisode, il joue un espèce de complotiste, quoi. Enfin, je sais pas, un pro-arme, tu vois. Un quoi? Un prepper, c'est quelqu'un On appelle un trappers, ouais. qui prépare À l'apocalypse. la fin du monde. Ah oui. Et c'est-à-dire oui. les armes. Moi, j'étais sur Survivaliste, dont tout le monde connaissait, visiblement. Ok, je suis C'est un peu le même combat. un énorme ringard. Clairement, eux vivront après. Moi, je suis pas un prépare. Et nous, Moi, donc, je suis un- on prépare rien. Mais Ah oui, je vais clairement mourir le premier jour de l'apocalypse. en un épisode, il joue donc un prepper. Il joue un mec j'arrive même pas à l'expliquer, quoi. Il s'est fait son petit monde à lui. Ah oui, les limite, c'est barrières. la meilleure. Il est dans Minecraft, nouvelle, quoi, c'est la meilleure nouvelle du monde pour lui, quoi. Ouais, voilà. Lui, il attendait que ça. Ouais. Et du coup, c'est un personnage que normalement tu devrais détester. Ouais. Parce que il y a des gens qui veulent rentrer pour être en sécurité dans son domaine, etc. Oui. Il les massacre au chalumeau. Hein, quand même, hein. Toi, tu as vu ça comme. Alors, c'est marrant parce que du coup, quand j'ai vu cette scène, j'ai tout de suite eu le rapport au jeu où tu sais que dans l'univers de The Last of Us, il y a justement des rôdeurs, des bandes organisées qui ne veulent jamais du bien aux autres. Et du coup, j'ai vu le truc en mode ah ouais, très efficace la protection. Mais je me suis pas dit, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais je me suis pas dit, ça se trouve, ils veulent de l'aide, alors que ça se trouve totalement, en effet, quoi. Après, Les gars qui butent à la. Non. Ouais. Voilà, Ah oui, d'accord. Bon, ils ont l'air d'être agressifs quand même. Ouais. Ils sont véhéments. Il n'est pas dans une optique de on va aider, je vais aider les gens, alors que j'ai les ressources, j'ai la capacité d'aider. Il n'est pas dans une optique de je vais me poser la question de non, chalumeau, directement, flamme. C'est ça. C'est efficace. Hein. Directement. Ouais, voilà, avec son petit repas, sa petite routine où tu sens que le mec, voilà, il s'est mis bien. Et du coup, ce mec-là qui est assez abject, on va pas se mentir, qui tape à sa porte, l'amour, Dans son trou. Qui tombe dans son En fait, calme-toi, dans son piège. pas de dérapage s'il Ah vous non, plaît. là. Mais Absolument pas. ce gars, comment il s'appelle le gars, le personnage? Franck. Mais c'est plus le nom de Il se l'acteur. passe Murray un truc. Bartlett. Enfin, moi, vraiment, de loin, c'est vraiment l'épisode que j'ai préféré parce que j'ai eu ce que je n'ai pas eu dans le reste de la surprise, des sentiments qui fonctionnent, des personnages. Par rapport au jeu. Exactement. Non, parce que j'avais pas le référentiel par rapport au jeu. Alors, C'est nouveau. oui, voilà. Mais oui, bah voilà, c'est ce que tu disais plus tôt, quoi. Qu'est-ce que cet épisode, il vous a plu? Est-ce que vous aussi, ça vous a saoulé tout ce que les gens ont dit sur. Attends, je cite les connards de Twitter. HBO a eu le culot de mettre en scène dans une série majeure un couple homosexuel
masculin. Et de cet âge-là, en plus. De cet âge-là. Ça aussi, un peu le... Voilà, c'est... alors et en plus, on reste quand il meurt à la fin, hein, donc on est toujours sur du Barry Allen. Les deux en plus, quoi. Ah oui, spoilers, on vous avait pas dit. Ouais. On a dit, hein. On a pas dit. Non, mais je rigole. On vous l'avait dit. Mon cœur bat pour eux. Coucou. Ils sont fabuleux. Je lis tous les messages en même temps. Mon cœur bat pour eux. Coucou, c'est toi la radio. Meilleur épisode. Voilà. Non, mais après, ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, moi, je sais que ce que j'attendais de cette série, je ne l'ai eu que... Enfin, là où je l'ai eu le plus, c'est dans cet épisode. Du début de cet épisode à la fin de cet épisode. C'est un court-métrage, en fait, cet épisode, quoi. Oui. Il y a du Ellie et Tess à l'intérieur, mais... C'est de la série. Oui. Voilà, je sais pas si on peut appeler ça un bottle épisode techniquement. Si, mais le problème, c'est qu'il est pas à sa place. Je pense que techniquement, c'en est pas un parce qu'ils ont dû construire des décors. Et normalement, un bottle épisode, il faut l'acteur principal de la série. Et Mais en tout cas, il n'est pas à sa place en début de... Il aurait fallu attendre un peu, creuser. Parce qu'en fait, il est super intéressant, les parallèles qu'il fait entre Ellie et Joel, où on a aussi ce truc d'un qui est dans la survie, qui est capable de les protéger, et l'autre qui est plus dans la vie et dans le rapport au monde, donc qui crée de l'espoir en fait sur ce qui peut être fait. Lui, il plante il a des plantes, il fait pousser des choses de la même manière que Ellie est quelqu'un qui, ça représente une possibilité pour l'avenir. Exactement. Donc tu as ce parallèle et tu dis, ok, alors il y aurait besoin des deux pour que ça fonctionne. Il faut quelqu'un qui est un peu sans pitié et quelqu'un derrière qui porte l'espoir. Putain, j'avais pas du tout lu ça comme ça. Je découvre maintenant. Mais en fait, pour moi, là, en fait, tout. Il y a une dynamique qui marche. Je suis à la fois d'accord et à la fois je me dis, avec toi, quand tu dis qu'il aurait fallu qu'il vienne plus tard, et en même temps, je me dis, c'est pas si con de le mettre à ce moment-là, parce qu'en fait, avant, t'as zéro espoir quand tu commences la série. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce monde? Il y a rien. On s'en fout. Même si on sauve, même si Ellie arrive, qu'est-ce qu'on aura? Et eux, tu te dis, s'il y a encore des choses qui peuvent se passer, peut-être qu'il faut. Voilà, mais je sais pas. Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'à la fin, je me suis dit, en fait, cet épisode-là, c'est le scénario le plus. Enfin, quelqu'un qui est dans ce monde-là, c'est le mieux qu'il puisse imaginer. Genre, il trouve l'amour, il se met bien, il a sa baraque, il bouffe ce qu'il veut, il a du vin rouge, enfin, tu vois, il a des médicaments, il est en sécurité. Non, mais quand tu fais la liste aux États-Unis, et puis de tout son confort qu'il a, il trouve même l'amour qui lui tombe dessus. Genre, vraiment, tu sais, c'est presque. Oui, c'est littéral. Tu vois, c'est boum. Et en plus, c'est surprenant parce que jusqu'au bout, moi, je m'attendais à ce qu'il leur arrive un truc infâme, quoi. Genre, ils vont se faire. On se faire attaquer, il y en a qui vont devenir un cordyceps ou je sais pas quoi. Et de faire cette fin toute douce, bon, c'est un suicide, mais ils sont vieux et ils décident de partir ensemble. C'est magnifique et c'est une bonne idée. Et là, ça rejoint avec le jeu aussi, accessoirement. Zelda va se mettre à pleurer directement. Là, vraiment un choix d'adaptation très malin. Tu vas finir peut-être d'autant plus par rapport à ce que tu disais, mais c'est que justement dans le jeu, Bill, on le côtoie et il est tout ce qu'on a dit au début justement de la caractérisation du personnage. Et c'est comme ça qu'on le voit dans le jeu, c'est-à-dire que du coup, il raconte des blagues, il tue les gens sans sommation, etc., etc. Et ils ont eu justement l'intelligence de prendre ce personnage qui, je pense, pour beaucoup, était très apprécié, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, et de lui faire le mettre dans une histoire qui, du coup, est super belle à raconter et a été hyper émouvante. Ça vous fait même rire. Il y a même des moments. Non, mais oui. Et en fait, avec les petites introductions qui, bizarrement, n'ont pas été gardées sur toute la série, parce que les premiers épisodes proposent à chaque fois une petite introduction qui vient nourrir le lore et qui, justement, raconte autre chose. Ça fait partie des trucs où, justement, l'adaptation a vraiment pris le matériel d'origine pour en faire autre chose, et ça fait partie des moments que, en tout cas, moi j'ai le plus apprécié dans la série, clairement. Complètement. Marquant aussi. Riac, t'en avais un deuxième? Oui, alors je pensais à un détail, alors vous allez me dire si j'ai bien compris, mais il y a cette idée en fait, donc déjà il y a un changement, on en parlait tout à l'heure, c'est que normalement c'est des spores qui transmettent les cordyceps, et là c'est, alors je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est tendrils en anglais, mais c'est lié aux champignons, pour des l'espèce de filaments, les zoomycéliens, quoi. Qui lui met dans la bouche. Voilà, qui sortent, et donc ça c'est un rajout, et si j'ai bien compris, il rajoute du coup cette idée du réseau, en fait, qu'ils soient tous connectés. Qui n'est pas dans le jeu. Voilà, qui rajoute, et que je trouvais être super intéressant d'un point de vue thématique pour la série, parce qu'on a cette idée d'un côté que l'humanité s'entre-déchire, n'est pas capable de s'accorder sur une manière de s'entraider, de s'organiser, et dans le même temps, à côté, tu apprends que les cordyceps, eux, ils sont tous entièrement connectés, tous en réseau, tu en prends un, ça affecte tout le monde. En fait, ça marche aussi pour l'humanité, enfin, tout le monde est connecté aussi, mais... Et ça serait intéressant de voir. C'est intéressant ce discours de David, du coup. C'est même intéressant parce que je les admire. Vous savez, il y a des cordyceps qui se répandent par terre, et si tu marches dessus, tous les et moi j'étais persuadé quand j'ai vu la série que c'était un truc du jeu.
parce que ça fait complètement sens en termes de gameplay, de faire gaffe où tu marches pour pas marcher sur un truc, pas du tout. C'est la série qui l'a inventé, et la série a pris quelques libertés sur ça, et a quand même apporté des très bonnes idées au lore. Je sais pas, oui, ça compte comme du lore. Oui, on peut placer comme ça. Ouais. Et pour le coup, moi, il y a une idée qui n'est pas, et c'est en jouant au deuxième opus que je me suis dit, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait. C'est que dans le jeu vidéo, et alors, est-ce que c'est dans le cas de la série, et juste, j'ai pas tilté, mais vous allez me dire, dans ce qui moi le plus surpris en y jouant, c'est que le son que font les zombies, on va dire, pour faire simple, c'est dans le jeu vidéo, c'est des ils gênent, quoi. Ils sont des gémissements. C'est vraiment, et je jouais au jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui se plaint dans son regard désaffecté? Et vraiment, c'est vraiment c'est vraiment des sons comme ça, quoi. C'est des gens qui ont mal, en fait. Et je trouve vraiment brillantissime de faire ça dans un jeu vidéo, là où The Last of Walking Dead, par exemple, c'est du comme ça. Putain, mais que des humains infectés par des champignons deviennent des zombies, et que le son qu'ils fassent, c'est de la souffrance, putain, mais c'est déjà extrêmement brillant. La série n'a pas du tout repris ce truc-là, quoi. C'est quand même, c'était pas si compliqué. Et en termes de force évocatrice, c'est quand même, ça fait une diff énorme, quoi. Après, on voit pas beaucoup de zombies dans la série. Voilà, tu vois pas beaucoup. C'est un truc qui a été reproché. Après, tu retrouves des façons d'avoir de la compassion pour les personnages infectés, d'autres façons, sans ce son qui effectivement aurait pu être un exemple. Par exemple, les deux frères qui croisent. Oui, Sam et leur nom. Je ne sais plus le grand frère. Oui, mais le grand-père. Mais t'as de la compassion pour les humains qu'ils sont. Oui, mais c'est le même principe. Si tu souffres parce que tu entends des... Oui, mais là, dans le jeu, ils arrivent en un son à te faire avoir de la compassion. C'est même pas des PNJ, c'est des méchants, quoi. Tu vois. Et juste ce son-là, tu dis, ah putain, ça change la donne, quoi. Oui, mais là, t'as tout un épisode qui te montre la relation entre un... Qu'est-ce que t'en fais dans le jeu de cette souffrance? Du coup, t'es dans un monde où c'est... Dans le jeu, tu te dis, en fait, personne n'est heureux dans ce monde-là. Ah bah. Et tu vois, non, moi, je trouve que... Mais non, moi, je parle vraiment dans le jeu. Non, moi, je trouve que ça fait une différence vraiment importante en termes de comment tu t'investis émotionnellement dans la série. Parce que t'es entouré de gars que tu dois tuer, parce que sinon, c'est eux qui vont te tuer. Mais eux-mêmes sont pas au top, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une certaine manière, ils sont littéralement dans la souffrance, quoi. Il y a un truc aussi, alors ça, vous serez pas d'accord, c'est moi qui suis un peu taré là-dessus, mais vous êtes comme d'habitude. C'est que c'est un récit qui parle beaucoup de... un des thèmes, c'est la violence. En même temps, on est dans un référentiel au cinéma d'horreur, parce que La Nuit des Morts Vivants, etc. Enfin, ça convoque tout ça. Et par rapport au jeu même, je trouve que la série est un peu trop douce parfois dans son rapport à la manière dont elle filme la violence. Je trouve ça très atténué. Même les cordyceps, je trouve qu'ils pourraient être plus dégueux. Mais il y a des moments, genre, il aurait fallu que ça claque plus pour moi, vu puis en plus, vu l'inspiration. Enfin, il convoque aussi des choses comme Cormac McCarthy. On pense à La Route énormément, c'est un bouquin qui est grave insoutenable. Et puis encore une fois, centré sur la relation. C'est ça. Il y a Les Fils de l'Homme aussi qui est invoqué, parce qu'il faut ramener quelqu'un qui est l'espoir. Enfin, bref. Et ça m'a manqué. Et en fait, je trouve, et c'est là où je trouve que l'ADA fonctionne très bien, la direction artistique de la série fonctionne très bien. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est jamais mauvais, mais c'est pas très très intéressant. Et je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, parce qu'au départ, la personne qui devait réaliser le premier épisode, c'était Johan Renck, qui est celui qui a réalisé Tchernobyl pour Craig Mazin. Quelqu'un qui a fait des super clips. Si vous avez vu les derniers de David Bowie avant sa mort, il les a fait, ils sont magnifiques. Et quelqu'un qui a un style très intéressant. Vous regardez Tchernobyl, il y a ce choix, par exemple, qu'on n'oserait pas forcément, de traiter le truc comme un film d'horreur, en fait, où la centrale, on dirait un monstre de science-fiction, il y a des bruits, des trucs. Et tu vois ce mec, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il aurait fait avec The Last of Us, ça aurait été génial. Et il a pas pu, parce qu'il y a eu des problèmes d'emploi du temps. Et en gros, ils sont allés chercher un autre mec qui est un réalisateur russe, donc je vais regarder son nom parce que son nom m'échappe. Et on le avec de la bonne volonté. Kantemir Balagov, qui a fait 2 films, dont Tesnota et Une grande fille. Et en fait, il a fait en fait ce qui devait être le premier épisode, parce que le premier épisode devait se terminer sur quand Joel jette le corps en fait dans le brasier. Et la suite, c'était le deuxième, et ils ont en fait décidé de rassembler ça en un gros épisode. Et lui, il a tourné 40% du premier épisode, et ensuite il s'est fâché avec, on sait pas ce qui s'est passé, les creative differences, on sait jamais ce que c'est. Donc il y a une partie de son travail qui a aussi influencé vraiment l'aspect visuel de la série, parce que si vous allez regarder ces films, vous verrez, c'est du grand angle, petite profondeur de champ, caméra portée, qu'on retrouve là. Et je sais pas dans quelle mesure les autres ont pu vraiment se l'approprier ou trouver... Enfin, voilà, moi c'est là où je me dis, ça aurait pu être plus intéressant. Et est-ce que aussi, la mise en scène du jeu avait, pour un jeu vidéo, beaucoup plus de personnalité que ce qu'on a ici dans la série. Moi, ça m'a manqué d'avoir
Ça aurait propulsé la série ailleurs si Ouais. c'était plus fort sur cet aspect-là aussi. Ouais, mais c'est parce que, tu vois, moi, au contraire, ce que j'ai apprécié de retrouver dans la série, c'est moins d'infectés, de zombies, etc., parce que c'est pas mon truc, et plus la relation humaine, avec tout ce que ça implique. Et du coup, moi, je me retrouve plus dans ça, en fait. Mais alors, moi, je suis d'accord avec toi, c'est juste les moments d'éruption, soit des cordyceps, soit de la violence entre les humains, étaient pour moi un tout petit peu trop. Même si c'est un côté clean, c'est dans la plastique, dans le truc. Mais bon, moi, je suis fan de films d'horreur et tout, mais j'ai des problèmes mentaux, c'est pour ça. Ouais, il aurait fallu pour moi que la violence soit vraiment insoutenable pour vraiment nourrir le propos de la série par moment. Et on rejoint un truc, c'est qu'à la fin, moi j'ai du problème avec le dernier épisode sur la mise en scène, sur des choix de mise en scène, comme par exemple le fait que lors du massacre de Joël, on ait une musique qui noie le son de la scène. Et j'aurais trouvé qu'à ce moment-là, j'avais besoin, moi, peut-être, d'entendre les cris de terreur des gens qui se font massacrer. Le bruit des balles. Et pour moi, c'était le cri des zombies dont je parlais, tu vois. Justement. Faire Et moi, ça fait partie de ce côté où il y a un point de vue. Voilà, on a adouci certaines choses presque qui méritaient, mais encore une fois, c'est très personnel. C'est pas une fin qui est très réussie, hein, de toute façon. De toute façon, on va se diriger tranquillement vers la fin de ce live. C'est une fin, voilà, moi qui m'a laissé sur ma faim. Non, mais vraiment, ce que je me suis dit, je vois qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais qui n'a pas fonctionné avec moi sur ce côté, la question finale de est-ce que tu as tué plein de gens, voilà, que Ellie, est-ce qu'elle le croit, est-ce qu'elle le croit pas, ce OK, et boum, ça finit comme ça. Qu'est-ce que vous en avez, enfin, est-ce que pour vous ça a marché ce truc-là? Vous avez dit putain, c'est vraiment waouh, c'est à la fois une très bonne ouverture sur la saison 2 et en même temps, putain, ça conclut vraiment une relation. C'est peut-être le moment le plus compliqué quand on a fait les jeux, parce que c'est, comme disait Briac un peu plus tôt, très probablement un des passages obligés que Neil Druckmann a dit il faut que ça se finisse comme ça, parce que voilà, c'est vraiment le climax de la relation entre Ellie et Joël, et c'est ce qui va définir la suite. Donc quand tu connais ça par rapport au jeu, bon, tu sais où ça va, quoi. En plus, je pense que l'épisode, il illustre une des critiques qu'on peut faire à la série, qu'on n'a pas fait trop pour l'instant, mais qui est de dire que ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, certes, mais du coup, c'est vrai qu'en 9 épisodes, puisque du coup, le premier est double, ça va très vite. Et ce dernier épisode en particulier est très rapide. Il est court, hein, je crois. Peut-être un peu plus court, ouais, d'ailleurs, avec très peu d'éléments nouveaux, hormis une petite discussion entre Ellie et Joël qui apporte un éclairage, on va dire, sur le passé de Joël, et justement le fait qu'à un moment donné, il s'est posé la question de se mettre une balle. Et qu'en fait, très anticlimatique, et ce qui est génial, c'est que c'est pas qu'il a renoncé à le faire, c'est que ça n'a pas marché. Et que du coup, il s'est dû se faire soigner parce qu'il s'est raté. Et le temps 2, il s'est dit, en fait, je continue. Mais donc, moi, j'ai pas été particulièrement déçu, mais j'ai pas été particulièrement ému non plus. Ah oui, est-ce que j'ai été déçu? Non, mais si c'est le cas, je le retire. Mais voilà, c'est le point de vue de ça n'a pas marché. Ça beaucoup de gens, je pense, qui connaissaient pas le jeu, de se dire ah ouais, bon. C'est vrai que moi, moi, je n'ai pas fini le jeu, mais j'avais vu notamment. Alors, je conseille une excellente vidéo sur un youtubeur qui s'appelle Noah Caldwell Gervais. Si vous êtes anglophone, il fait des super longues vidéos sur les jeux vidéo et sur l'histoire des jeux vidéo, super intéressant. Et donc, je connaissais cette fin. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je l'anticipais. Je dis ça va être une super scène. Enfin, ça va être un truc de dingue, quoi. C'est vraiment l'idée. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ça. C'est arrivé. Dit. Ils l'ont fait, mais j'ai pas eu. Pour moi, ça devait être. On en a beaucoup parlé de Game of Thrones. J'aurais dû être choqué comme le Red Wedding, comme la mort de Ned Stark. Pour moi, ça devait être ce genre de séquence. J'aurais dû finir là. Waouh. Cette fin de The Last of Us, c'est la scène qui te. Non, Joël, fais pas ça. C'est le cœur de la saison et tu te dis waouh. J'ai vu un truc et j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais l'as-tu eu une seule fois dans cette saison? Non. Voilà. Peut-être sur l'épisode avec Bill et Frank. Ouais. Oui, mais l'inverse. C'est-à-dire, tu t'es dit c'était bien. C'était tu vois, genre, c'est des sentiments qui n'ont rien à voir. C'est pas l'épisode quand même où Ellie finit par être capturée par une communauté dans la neige avec justement David, là, le fameux prêcheur, prof de maths et tout. C'est quand même un moment pas mal, celui-là. Où il y a des scènes qui sont quand même fortes. Avec l'incendie. Mais les gars, on est sur HBO, on est sur une adaptation de The Last of Us, tu vois. Genre, oui, il y a la baston avec le. Oh, en fait, il est encore plus méchant qu'on pensait qu'il était méchant. Mais... D'accord. Oui. Mais vous avez pas me dire, vous avez arraché vos vêtements. Franchement, on va finir sur cette scène, mais quand même, le moment où justement, Bella, je trouve que c'est vraiment le moment où Bella Ramsey, elle révèle en plus toute une palette de jeux qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, justement dans la violence qui est là, peut-être la plus graphique dans la série. Le moment où Joël la récupère avec justement ce baby girl qui du coup ramène plein de trucs par rapport au personnage et tout, voilà. Peut-être qu'il manquait une musique, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un moment
qui a quand même fait basculer la série dans autre chose. Cette fin est amenée, alors, trop rapidement, mais au sens le dilemme moral, Oui. trop rapide. Oui, complètement. Tu ne vois pas hésiter. Tu vois très peu hésiter, Ouais. alors que dans le jeu, vu que tu as des heures de jeu, tu as le temps d'anticiper un petit peu tout ça et de te poser la question de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut précipiter, et ce qui fait que tu n'as pas le temps d'hésiter. Tu suis le mouvement, mais il n'y a pas suffisamment de choc, effectivement, visuel pour que tu restes sur ton siège comme le Red Wedding. Et tu n'as pas non plus le temps de construire cette appréhension morale en disant qu'est-ce que tu ferais à sa place. Comment tu dis, j'ai l'impression que c'est cette scène-là, j'ai le sentiment qu'ils ont illustré la scène du jeu. En fait, ils ont repris, il fallait faire cette scène-là et ils ne la sont pas appropriés. Et du coup, c'est Ils l'ont peut-être... beaucoup fait avec la girafe et tout, c'est plan par plan. Voilà. L'enjeu peut-être de la suite de The Last of Us en série, ça va être d'être capable de recréer des moments comme Bill et Frank et de s'approprier vraiment la série, de la transformer quand il faut, plutôt que de se concentrer, d'illustrer le jeu, de dire ok, on reprend. Sachant qu'en plus, et là c'est le dernier, je passe un dernier truc, mais quand on a des jeux qui sont aussi cinématographiques de base, les adapter tels quels en live, ça perd de l'intérêt parce qu'on a le jeu. Ouais. On peut déjà le vivre de cette manière-là, apportez-nous quelque chose qu'on n'avait pas. La note positive, c'est que justement, peut-être qu'ils ont vu que cet épisode 3 est quasiment celui qui a fait le plus parler, si ce n'est celui qui a fait le plus parler, et que ça quand même, malgré les méchants sur Twitter qui n'aiment pas les personnes homosexuelles, les gens ont quand même apprécié cet épisode en son entièreté. Peut-être qu'ils vont se dire, du coup, ça veut dire que c'est vers ça qu'on va se diriger, et qu'ils vont se permettre plus de liberté peut-être par la suite. Il y a une Writer's Room sur la saison 2, il n'y en avait pas sur Quoi ? Non, ça peut être intéressant. Surjouer cette règle. Mais non, c'est... Mais justement, moi, je trouve ça un peu décevant d'ores et déjà que la saison 2 soit l'adaptation de Partout. Et là où, justement, il y a un gap entre le premier jeu et les choses. Avec des choses qui se passent, et c'est dommage qu'ils ne profitent pas de se dire, ok, la série a du succès, ça va durer quelques saisons, pourquoi pas, justement, pousser un peu les murs et parler, voilà quoi. Que le deuxième jeu soit en 2 saisons, pour moi, c'est rassurant. Donc voilà. Oui, ça veut dire qu'on restera sur de l'adaptation. J'ai envie de finir sur une note positive. Oui, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous... Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire, malheureusement. Presque envie de faire une deuxième partie de un partout. Avant la vraie partout. Mais voilà, on espère dans le chat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci XP78, à WizDavid, tous les gens qui étaient là. Merci à l'équipe technique. Merci à toutes et à tous. Merci à Le Surlan, c'est Champmé. On a Champ-Max. C'est Champ-Max. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à vous, les amis. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Le technicien Doctrice a mis quelques liens sur ce chat. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, à très vite. Bisous. Ciao. Bonus.